Bonjour, bienvenue dans ces mardis de l'Iris. Aujourd'hui, mon invité est Karim Émile Bitar, avec lequel on va bien sûr parler de la situation au Liban. Quelle est, Karim, l'humeur au Liban? On entend certains, Israël dit on va en fait débarrasser le Liban du Hezbollah, on va libérer les Libanais du Hezbollah. Est-ce que c'est ainsi que les choses sont vécues à Beyrouth? L'humeur est extrêmement maussade. C'est un traumatisme qui vient rappeler les traumatismes précédents, les invasions israéliennes de 1978, 82, 96, 2006. On a le sentiment de vivre dans une mauvaise série Netflix, dans une sorte de dystopie. Cette attaque-là est encore plus violente que les attaques précédentes. Il est incontestable qu'Israël dispose de plusieurs années-lumière d'avance en matière technologique, un contrôle exclusif de l'espace aérien. Donc, Israël a réussi en moins de 10 jours à remporter une première manche dans cette guerre psychologique contre le Hezbollah, à liquider son secrétaire général, un grand nombre de ses cadres, ses rampes de lancement. Cela ne veut pas dire pour autant que les choses vont s'arrêter là. Certains membres du cabinet de guerre israélien sont en faveur d'une invasion terrestre. Et là, la guerre prendrait une toute autre nature. Le Hezbollah connaît le moindre recoin de chaque village au Liban Sud. Leurs combattants sont aguerris. Ils sont d'autant plus furieux depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah. Donc, le risque d'un enlisement et d'un embrasement régional ne doit pas être écarté. Netanyahou espère peut-être profiter de la fenêtre qui s'ouvre jusqu'aux élections présidentielles américaines pour tenter de rogner les ailes de Téhéran. Et si Téhéran, à un moment donné, arrête d'avaler des couleuvres et riposte, les États-Unis se verraient contraints et forcés d'aller au secours de leur allié israélien. Mais alors, il y a un grand quotidien israélien qui a dit qu'Israël avait trouvé Nasrallah, mais n'avait pas trouvé de stratégie. Il cherche encore une stratégie par rapport au Liban, parce qu'on a un peu le sentiment qu'il n'y a qu'une réponse qui est purement militaire, mais quels sont les buts de guerre? Israël, au bout d'un an, n'a pas encore éradiqué le Hamas à Gaza. Est-ce qu'il peut éradiquer le Hezbollah aussi plus rapidement, et que peut-il se passer après? C'est tout à fait le dilemme israélien. Netanyahou ne semble pas avoir retenu la formule de Napoléon qui disait qu'on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Avec la force brute qu'il a déployée à Gaza, il n'a pas réussi en un an à éradiquer le Hamas, c'était l'objectif de guerre du 7 octobre, ni à libérer les otages. Le Hamas est considérablement affaibli, mais pas totalement liquidé. Le Hezbollah était réputé être beaucoup plus puissant que le Hamas. Il y a même Christophe Ayad qui est allé jusqu'à dire c'est le Hamas puissance 100. On voit aujourd'hui que le Hezbollah quand même a été profondément infiltré, semble-t-il, qu'il y a plusieurs mythes qui se sont écroulés. On avait laissé planer cette aura d'une invincibilité et on voit qu'ils se sont pris des coups très durs en l'espace de quelques jours. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont perdu leur base populaire qui est significative. Nasrallah revendiquait plus de 100 000 hommes. Mais au-delà de ces combattants, le Hezbollah a un ancrage très profond dans la communauté chiite libanaise. Les sondages estiment que près de 70% de la communauté chiite soutient le Hezbollah. Et face à un assassinat comme celui de Nasrallah, les chiffres vont jusqu'à 99% dans la communauté chiite de condamnation absolue. C'est une communauté aujourd'hui traumatisée, déterminée à ne pas en rester là. Dans les autres communautés libanaises, il y a une très grande polarisation. Le Hezbollah avait perdu un très grand nombre de ses alliés chrétiens et sunnites du fait de son engagement aux côtés de Bachar el-Assad dans la guerre en Syrie, parce qu'il a joué un rôle contre-révolutionnaire en matant les révolutions pacifiques au Liban en 2019. Il est passé du côté de l'establishment, s'est précipité à la rescousse de l'establishment perçu comme corrompu. Et il y avait eu en 2005 une série d'assassinats également attribués au Hezbollah. Donc aujourd'hui, il devra trouver aussi une stratégie. Israël n'en a pas, le Hezbollah n'en a pas non plus. Les Iraniens semblent dubitatifs, ils ne veulent pas risquer la survie de leur régime. Donc le paradoxe, c'est que des pays dont on a le sentiment ou des mouvements qui sont très puissants sont en fait en situation d'interrogation, de perplexité. Et ceux qui payent encore une fois le prix, ce sont les populations civiles en Palestine depuis un an et depuis un mois au Liban. 1 million de Libanais ont dû quitter leur demeure pour se réfugier, pour permettre aux Israéliens de rentrer dans les leurs, mais il n'est pas certain que les 60 000 Israéliens
dont Benyamin Netanyahou promet qu'ils puissent revenir chez eux, puissent le faire très rapidement. Tout à fait. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que c'est le même chiffre de réfugiés qu'il y avait en 1982 suite à l'invasion israélienne qui a donné naissance au Hezbollah. Donc, à l'échelle de la France, il faut imaginer 16 à 20 millions de personnes dans les rues. Donc, c'est pour ça que quand on me dit ce n'est pas une guerre contre le Liban, c'est une guerre contre le Hezbollah, c'est quand même des civils libanais qui sont en train de souffrir quotidiennement. Et comme tu le disais, ça ne va pas du tout résoudre la question de la sécurité de la frontière nord d'Israël parce qu'on sait que le Hezbollah dispose de missiles à longue portée. Quand bien même il se retirerait derrière le fleuve Litanie, il pourrait frapper Israël, même du nord Liban, de Tripoli. Mais il faut pour cela que ses parrains iraniens l'y incitent ou l'y autorisent. Et jusqu'à présent, on a le sentiment qu'il y a une certaine retenue très forte de l'Iran. Certains partisans du Hezbollah au Liban parlent même de lâchage. Je pense qu'ils ont été lâchés par leurs alliés. Et le nouveau président iranien a déjà fait des appels du pied aux États-Unis lors du sommet de l'ONU. Donc, c'est l'attitude iranienne qu'il faudra observer de près dans les jours qui viennent. Si l'Iran lâchait le Hezbollah serait mort? Il serait considérablement affaibli. Cela ne signifierait pas pour autant que sa base sociale disparaîtrait, mais Hassan Nasrallah, aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, reconnaissait ouvertement que tout le financement du Hezbollah, tout son armement, tous les frais des réseaux clientélistes sociaux, etc., venaient de la République islamique d'Iran. Je ne pense pas, cela dit, que l'Iran ira jusqu'à lâcher le Hezbollah complètement. Ils vont inciter à la retenue, mais pour eux, le Hezbollah demeure une assurance vie. Ils ont énormément investi dans ce mouvement pour qu'ils puissent riposter au cas où leur propre programme nucléaire serait en danger. C'est le joyau de la couronne pour l'Iran. Aujourd'hui, c'est devenu peut-être un fardeau. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lâchage total, mais en tout cas, il y a une grande retenue car les Iraniens savent que leur propre régime est fragile et ne souhaitent surtout pas que les États-Unis soient amenés à les bombarder suite à des pressions de Benjamin Netanyahou. Est-ce que de ce fait, Israël, de nouveau, où tu as rappelé les dates des dernières incursions et invasions israéliennes du Liban, est-ce que c'est pas toujours la même stratégie? Finalement, le Hezbollah est né d'une intervention militaire israélienne au Liban. Est-ce qu'à chaque fois, on défait le Hezbollah, il se reconstitue? Est-ce que c'est pas une sorte de un jour sans fin? On assiste un peu au même scénario qui se répète sans qu'il y ait Raymond Aron des 10h76 qu'Israël poursuit une politique de sécurité dont le succès militaire l'empêche d'avoir un triomphe politique. On n'est pas toujours là. Finalement, le tout militaire empêche un succès politique. C'est tout à fait ça. Israël n'a jamais réussi à transformer son avantage militaire en succès politique. Chacune des guerres a même été extraordinairement contre-productive pour Israël. En 1982, Israël a réussi à se débarrasser de l'OLP, mais l'OLP, c'était un mouvement assez désorganisé, hirsute, avec des roquettes artisanales. Et de cette invasion de 82 a émergé un ennemi autrement plus redoutable pour Israël, le Hezbollah, un mouvement dogmatique, très bien organisé, avec une volonté d'en découdre. Les invasions ultérieures ont également été contre-productives. Shimon Peres voulait montrer qu'il était un faucon. Il a attaqué en 96. Il a fini par perdre les élections juste après parce qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs qui venaient de la gauche, qui auraient autrement voté pour lui, qui ont voté en protestation. Et la guerre de 2006 a tourné au fiasco pour Israël. Et c'est d'ailleurs pour venger cette humiliation de 2006 qu'ils essaient aujourd'hui de frapper aussi fort. L'establishment militaire et politique israélien n'a toujours pas digéré d'avoir été mis en échec en 33 jours par une milice qui était à l'époque considérée comme relativement mineure. Le Hezbollah aujourd'hui était censé être beaucoup plus fort qu'en 2006, mais la technologie a évolué et avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, il s'est avéré qu'Israël pouvait frapper des coups extrêmement forts sans même avoir à lancer une invasion terrestre. Alors, l'Iran redoute de réagir, de peur de voir une réaction américaine. Mais est-ce que la conclusion de tout cet épisode que l'Iran risque de tirer, c'est qu'il faut vraiment aller vers l'arme nucléaire pour effectuer une dissuasion du faible au fort à l'égard d'Israël? Est-ce que donc ces événements de ces jours-ci ne vont pas rendre le choix du nucléaire militaire plus ferme encore du côté iranien? C'est ce que certains au sein du régime iranien préconisent. Ils pensent qu'il faut accélérer
le processus pour pouvoir être protégé. Mais il y a d'autres courants qui voient cela plutôt comme un épisode à la Gorbatchev, qui pensent que le moment serait peut-être venu pour l'Iran de se focaliser sur sa reconstruction, son redressement économique et social, et que dans le cadre d'un package deal, d'une grande négociation, d'un grand bargain, comme on dit avec les États-Unis, il pourrait être amené à apaiser un peu les tensions dans les pays où se déroulent des guerres par procuration, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Et en contrepartie, l'Amérique pourrait éventuellement signer à nouveau un accord nucléaire, lever à nouveau les sanctions et permettre à l'économie iranienne de reprendre un peu d'oxygène. Si Kamala Harris est élue, son conseiller à la sécurité nationale sera très probablement Philippe Gordon, qui est quelqu'un qui connaît la région, qui écrit souvent dans Foreign Affairs et ailleurs sur le Moyen-Orient. Et je pense qu'il serait tenté par revenir à la ligne de Rob Malley, celle d'une volonté de négocier avec les Iraniens. Et paradoxalement, même Donald Trump serait lui aussi tenté. Le problème qu'avait Donald Trump, c'est que l'accord portait le nom d'Obama. Si lui-même parvient à signer un accord avec les Iraniens, c'est une personnalité purement transactionnelle. Il présentera ça à son opinion publique comme une percée diplomatique et on dit même qu'il rêverait secrètement du prix Nobel. Donc, dans les deux cas de figure, il y a une possibilité d'accord. Bien évidemment, si Trump est élu, la ligne dure aura probablement bien plus de chances de l'emporter que celle d'un nouvel accord comme celui de 2016. Merci beaucoup, Karim. C'est très clair, très pertinent. Merci de toutes ces informations et cette façon de mieux comprendre la situation au Liban et dans l'environnement du Liban. Merci.